Salut, moi c'est Harris, je suis chercheur et j'essaye de trouver des solutions sur comment rendre nos villes plus environnementales et qu'elles réduisent leur impact sur l'environnement, mais aussi sur d'autres enjeux économiques et sociaux. Dans la vidéo précédente, j'ai un peu introduit cette série de vidéos que j'aimerais mettre en place, où je discute un peu plus librement sur ces types de recherches, sur ce qu'on apprend, comment on collabore avec des associations ou d'autres personnes. Dans cette vidéo, je voulais tout d'abord vous remercier pour ceux qui m'ont mis des commentaires, pour ceux qui ont aimé, enfin pour ceux qui m'ont dit qu'ils appréciaient ce type de vidéo. Je vais répondre à une question également à la fin de cette vidéo. Euh, et dans cette vidéo, je voulais commencer par partager avec vous sur pourquoi je me suis intéressé aux villes, pourquoi je me suis intéressé à l'impact environnemental des villes et comment on en y arrive là en tant que chercheur. Un tout petit peu de contexte. Donc avant de faire de la recherche, j'avais fait des études d'ingénieur archi à l'ULB. J'avais fait mon bachelier puis mon master. Bon, après, les puristes vont dire que c'est pas de la vraie ingénierie. Nous, on a bien chié quand on a fait des éléments finis et d'autres trucs assez ardus. Donc, bon, des études typiques avec beaucoup de calculs, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'ingénierie. Et après ça, j'ai fait des études d'urbanisme. Et ça, c'est assez important de pourquoi je me suis intéressé aux villes. C'est que dans nos études d'ingénieur archi, on s'occupait beaucoup du bâti, mais d'une manière sur comment on construit, comment on dimensionne, donc la partie structurelle, la partie dimensionnelle des choses. Je dois avouer que moi, je sentais toujours qu'il manquait un petit truc, quoi. Déjà, c'était surtout les bâtiments. Bon, après, les œuvres d'art aussi, les ponts, les passerelles, les gares et tout ça. Mais je sentais qu'il y avait un peu la société qui manquait dans ces bâtiments, quoi. On construisait, mais on construisait pour qui? On construisait pourquoi? C'était pas toujours des questions qu'on abordait. Et à cette époque-là, j'avais fait un master, enfin, on avait fait un mémoire avec un pote sur un peu comment réduire l'impact environnemental du béton, et plus particulièrement du ciment, qui, au fait, c'est assez intéressant parce que il y a un chiffre qui m'a encore marqué. Il faut me corriger si j'ai oublié euh, ou si je dis mal ce chiffre, mais si je me souviens bien, 1 kilo de ciment produit était égal à 1 kilo de CO2 produit. Donc on avait fait ce mémoire sur l'impact environnemental du béton, et je trouvais ça super intéressant parce que évidemment le béton et le ciment sont des- le matériau le plus présent qu'on voit autour de nous, en tout cas dans la majorité des villes. Et euh, on avait déjà commencé à penser, tiens, comment on pourrait réduire l'impact environnemental du ciment? Et c'était en substituant le ciment par d'autres additions, par d'autres ingrédients qui, eux, étaient des déchets d'autre part. Par exemple, c'était quoi du slag en français? Enfin, c'était des déchets de la métallurgie et du filaire calcaire, donc du calcaire à l'état brut, mais que celui-ci ne produisait pas de CO2 pour le faire. Euh, donc il y avait déjà cette petite idée de tiens, impact environnemental, bâti, tout ça, tout ça. Mais comme j'avais dit, je sentais que il n'y avait pas trop des enjeux urbains dans tout ce qu'on faisait et des enjeux sociétaux. On faisait on faisait beaucoup d'études pour solutionner, pour dimensionner des problèmes, mais on se posait pas forcément. On proposait des solutions, mais on se posait pas trop des questions sur les problèmes dans le fond, quoi. Du coup, après ça, j'ai fait d'autres études d'urbanisme où on a vraiment visité plein de villes, où on a appris la ville sous différents angles, des angles sociologiques, économiques, géographiques, historiques,
etc., etc. Donc c'était super intéressant et assez nouveau. Donc moi qui venais d'un truc où on faisait que des calculs, là on voyait la ville d'une manière complètement différente. Je dois avouer que c'était assez difficile aussi euh, pour moi de m'ajuster à ça. Et du coup, à la fin de ces études, euh, j'avais fait un stage et ce stage-là était sur l'urbanisme plus durable, sur l'urbanisme à l'époque cradle to cradle et sur comment rendre des villes un peu plus circulaires. Donc ça, c'était en 2011 peut-être, quelque chose comme ça. Euh, et puis je me suis dit, tiens, j'aimerais faire de la recherche et comment je vais trouver une thématique de recherche. Et j'avais un pote qui faisait son doc en analyse de cycle de vie sur les bâtiments. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut faire la même chose sur les villes? Donc comment appliquer l'analyse de cycle de vie, qui est au fait une analyse d'un produit ou enfin, d'un service, d'un bâtiment, enfin de quelque chose, et comment, à travers toute sa chaîne d'approvisionnement, combien de ressources sont consommées, d'émissions sont produites, etc., etc. Donc je me suis dit, tiens, comment on ferait ça pour une ville? Mais évidemment, pour une ville, c'est une, enfin un nombre infini de produits quoi, et de services. Donc c'est assez dur de se faire, de se dire, ok, je vais me lancer dans un truc qui aura pas de fin. Quoi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué à chercher ce sujet-là, cette problématique-là, jusqu'au moment où un prof, quand je faisais ces études-là d'urbanisme, m'a dit, à Madrid, il m'a dit, tiens, il y a ce mot métabolisme urbain. Peut-être que ça t'intéresserait. Et en fait, c'était précisément ce qui m'intéressait, quoi. C'était l'analyse d'une ville et de tous ces flux qui rentrent et qui sortent. Donc on compare la ville à un organisme vivant. Et après ça, enfin, je reste passionné de ce sujet jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait tout un sujet, toute une littérature, c'est une discipline à part entière. Enfin, voilà, c'est vraiment génial, quoi. Et du coup, après ça, bon, bah, j'ai fait un doc, un post-doc, et je continue à être là dans la recherche de tout ça. L'économie circulaire reste appliqué aux villes reste au fait un moyen d'appliquer l'approche du métabolisme urbain, la compréhension du métabolisme urbain, mais beaucoup plus terre à terre et pratiqué. Quoi. Euh, donc, pour dire de comment j'en suis arrivé là à étudier ça, c'est un peu un concours de circonstances, parce que aussi j'ai fait un doc parce que de manière personnelle, j'avais quelques années que je devais rester à Bruxelles, donc je me suis dit autant faire de la recherche. Et sur le sujet, bah, c'est un peu une interaction de divers sujets qui m'intéressaient. Euh, la partie quantitative des choses, donc ça c'est un peu le côté ingé, la partie urbanistique des choses, donc les différentes couches d'une ville, enfin les différents points de vue qu'on peut comprendre une ville, mais aussi un peu enfin, le désir ou l'envie de vouloir changer les choses, de s'attaquer à des problèmes sociétaux majeurs. Euh, Aujourd'hui, les problèmes sociétaux majeurs, les problèmes environnementaux font partie de ces enjeux-là. Quoi. Donc c'est indéniable aujourd'hui pour faire face à à cette crise qu'on a face à nous. Bah, enfin, en tant qu'espèce humaine, en tant que société humaine, bah, on doit faire face à ces enjeux environnementaux. Quoi. Donc voilà, je pense que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous peut arriver à étudier ce genre de choses venant d'autre part et ayant leur propre angle. Je voulais partager avec vous de comment j'en suis arrivé là. Comme ça, vous pouvez aussi vous garder en tête tous les biais que je peux avoir euh, quand je vous dis des choses. Évidemment, euh, bien qu'on dit que la science est objective, chaque chercheur a des biais qui proviennent de son éducation, son milieu social et plein d'autres choses.
Je vais essayer de répondre peut-être à la question que j'ai eue à la vidéo précédente avant d'arrêter cette vidéo. Cette question venait de Sarah la Dame. J'espère que je prononce le nom bien. Merci pour cette question. Alors Sarah a entendu parler de mon travail via le cours de l'Institut EDEC, donc il y a un cours en ligne, euh, où je proposais la stratégie déployée à Bruxelles et l'analyse du métabolisme du territoire. Elle voulait savoir un peu plus sur le travail de la chaire d'économie circulaire qu'on avait à l'ULB, enfin qui existe toujours, mais que moi j'ai quitté. C'est mon collègue Stéphane qui continue à animer cette chaire jusqu'à fin 2020. En savoir plus et dans quelle mesure on est consulté, comment on collabore avec certains projets si c'est le cas. Donc oui, on a été consulté, et Stéphane le reste aussi, énormément par rapport à cette chaire. Donc l'objectif de cette chaire en économie circulaire et métabolisme urbain était là pour, premièrement, avoir un esprit, offrir au programme régional de l'économie circulaire et à toutes les administrations qui le portent un regard plus critique, un regard plus distancé par rapport à ce qui se fait. Aussi offrir des réflexions plus théoriques sur c'est quoi l'économie circulaire pour une ville, est-ce qu'on peut l'atteindre, quelles sont les choses à faire attention, comment on mesure tout ça, quels sont les indicateurs, mais aussi essayer d'offrir une interface entre les administrations publiques, les chercheurs, mais aussi ceux qui mettent l'économie circulaire en place. Donc les entrepreneurs, les associations, les citoyens, les entreprises, etc. etc. Donc on a été consulté par des entreprises, des assos, pas mal de choses sur comment lancer des projets. Donc déjà, on offrait un peu un regard critique, est-ce que vraiment ça bouge les choses ou pas, mais aussi les aiguiller, tiens, peut-être que vous aimeriez parler avec telle personne qui a déjà trouvé un petit bout de quelque chose, ou alors avec cette administration qui pourrait vous fournir du financement, ou alors mettre ensemble une entreprise, des chercheurs et une administration pour monter un projet au niveau régional, au niveau national, fédéral ou au niveau international, par exemple au niveau européen. Donc on avait lancé également des projets européens grâce à ça. Mais aussi la réalité de terrain aujourd'hui à Bruxelles, le projet des casernes à XL, si vous êtes toujours impliqué, les freins, les difficultés rencontrées dans ce territoire précis. Donc ça, c'est un autre projet sur lequel j'avais bossé. Et évidemment, bon, là j'ai quitté Bruxelles, donc je bosse plus sur ce projet-là, qui est un projet assez incroyable parce que c'est un grand espace sur Bruxelles. Donc c'est les casernes de gendarmes qui existent à Ixelles, donc en face de la gare d'Etterbeek. Donc c'était un territoire assez grand, c'était 40 hectares si je me souviens bien. Non, 4 hectares. Enfin bon. Bon, c'est un projet super intéressant parce qu'il y a une grosse partie qui est là et qui va être réhabilitée sur une nouvelle fonction. Donc il y aura des fonctions habitat, des fonctions universitaires, des fonctions accueillant du public. On a pas mal de temps pour mettre tout ça en place. Donc c'est un peu un laboratoire d'économie circulaire qui pourrait être génial. Après, il y a toujours des complexités là-dedans. C'est-à-dire ça appartient à la région. La région donne en amphithéose une partie aux universités, aux deux universités ULB et VUB. C'est un projet qui en partie est financé par les fonds FEDER, donc les fonds européens. Enfin voilà, il y a plein de différents acteurs. Et là-dedans, c'est en plusieurs phases. Donc il y a la phase universitaire qui est maintenant en train d'être... qui est en plein dedans, quoi. Donc il y a l'équipe des architectes, l'équipe des ingénieurs qui travaillent déjà. Et puis il y a une deuxième phase qui est, elle est lancée. Donc maintenant, il y a des études de diagnostic, des études d'économie circulaire qui sont en place,
qui est prise en charge par la SAU, donc la Société d'aménagement urbain de Bruxelles. Le plus dur là-dedans, c'est évidemment d'accorder les violons de tous ces acteurs-là, mais aussi de pouvoir mettre en place des principes d'économie circulaire alors que c'est quelque chose d'aussi nouveau. C'est-à-dire que les pionniers là-dedans payent les pots cassés. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours... on n'a pas les meilleurs exemples. Ça bloque au niveau des lois, ça bloque au niveau des budgets, ça bloque dans tous les sens. Donc, ce qui est très dur, c'est de mener à bien dans les temps un projet en économie circulaire, même si on a la volonté, et d'un autre côté, de faire face à toutes ces nouveautés. Donc il faut que tout le monde soit d'accord de jouer le jeu. Il faut que les archis soient là, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, après les sous-traitants, enfin ceux qui vont construire. Enfin, c'est vraiment pas évident, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a une très bonne équipe derrière tout ça. Mais, encore une fois, il faut aussi se poser la question, tiens, c'est quoi une réussite en économie circulaire dans ce genre de projet ? Est-ce qu'on parle en termes de masse, donc on a réutilisé autant, ou est-ce qu'on parle en termes de, dans ce cas, parce que c'est quelque chose de tellement nouveau et tellement grand en ampleur, est-ce que c'est juste de l'expérimentation ou est-ce que c'est juste une image de marque ? Tout ça sont nécessaires. Certaines choses, des fois, des choses sont plus importantes que d'autres, mais comme on est encore au balbutiement de l'économie circulaire dans ces grands projets, des fois, on va devoir se limiter à peu de choses et pas à vraiment se dire qu'on va faire ça en termes de masse. Il y a aussi beaucoup de règles urbanistiques qu'on doit faire face et il y a aussi des programmes qu'on doit faire face. C'est-à-dire que idéalement, dans des principes d'économie circulaire, l'idée, ça serait on ne détruit rien, on rénove un max et si possible, on rénove en réutilisant les matériaux de sur place. Après, peut-être on rénoverait avec d'autres matériaux d'autre part et les matériaux d'ici seront réutilisés autre part. Enfin, on peut faire une espèce d'échelle d'économie circulaire un peu dans le secteur de la construction, un peu comme l'échelle de Lansing. Mais déjà, dans ça, on est dans des balbutiements, quoi. Donc les freins, les difficultés rencontrées dans ce territoire précis, bah oui, c'est une gouvernance assez difficile. Enfin, pas difficile, mais complexe. On est encore au début, donc il y a beaucoup de freins de partout et il y a toujours le temps et l'argent qui sont des freins importants. La dernière partie de la question de Sarah était, enfin, quelles mesures y a-t-il des ponts créés avec les deux autres régions dans le milieu académique et en dehors ? C'est une très bonne question également parce que la région flamande avec Vlaanderen Circulaire, Circular Flanders, existe aussi depuis un bon petit paquet de temps et maintenant la région wallonne s'y met aussi, enfin depuis un petit bout de moment, enfin beaucoup plus récente. Ce qui est intéressant évidemment en Belgique, c'est que les régions elles communiquent, mais pas toujours autant qu'il le faut. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'approche de la Flandre et l'approche de Bruxelles sont très différentes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il s'agit de deux régions très différentes. Bruxelles, c'est une région ville. La Flandre, c'est une région typique. Donc il y a tout le secteur économique qui sont représentés. Il y a de l'agriculture dedans, il y a de l'industrie dedans, il y a d'autres secteurs qui n'existent pas à Bruxelles. Donc les approches de leurs programmes d'économie circulaire sont très différents aussi. Et du coup, les collaborations et les échanges sont aussi à mettre en perspective. C'est-à-dire que Bruxelles va être très forte au niveau de la ville, au niveau de l'économie sociale et solidaire, dans le niveau je gère ma mine urbaine, enfin voilà, beaucoup plus autarcique. La région flamande
un port également, donc ils doivent réfléchir comment on gère les imports et les exports via le port d'Anvers. Enfin, c'est d'autres thématiques. Bon, concrètement, pour répondre à la question, oui, il y a des collaborations, en tout cas, entre le niveau académique. Par exemple, j'avais écrit certains articles avec les gens de Vito qui sur sur l'approche de consommation et territoriale des impacts environnementaux de Bruxelles. En d'autres termes, c'est quoi quel est l'impact environnemental indirect d'une ville, donc pas ceux qu'on peut mesurer, mais ceux qui se passent autre part pour satisfaire à notre consommation. Euh, et puis, on se retrouve souvent dans différentes réunions tous ensemble pour discuter aussi des dernières avancées. Donc, au niveau académique, assez bien. Après, j'ai eu aussi l'opportunité de bosser avec les gens de OVAM sur quelques projets. Donc là, j'ai toujours essayé de faire le pont en disant hey, à Bruxelles, il y a ça qui se passe, et vice-versa. Donc, il n'y a pas structurellement, je pense, des grosses collaborations parce qu'il n'y a pas le temps. Souvent, les administrations sont en fait débordées de ce genre de choses. Et c'est là où des acteurs ponts, comme le rôle de notre chaire, était intéressante. Euh, je pense que c'est tout. Voilà, je vais essayer d'écourter la vidéo parce que ça fait déjà un peu long. Si vous avez d'autres questions comme ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, je peux les traiter la prochaine vidéo. Et je vais vous souhaiter un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao.